Merci de nous rejoindre sur Al24 News, c'est l'heure d'Eco Hebdo, votre émission hebdomadaire de débat et de décryptage de l'actualité et économique mondiale avec un dossier brûlant que nous allons traiter avec nos invités ce soir. Il s'agit de la réforme de la retraite en France, l'une des réformes cadres portées par le président Emmanuel Macron durant ses 2 mandats. Le gouvernement français a dévoilé son projet de réforme le 10 janvier dernier. Et si nous allons en parler ce soir, c'est bien parce qu'il s'agit d'un projet qui divise les Français à cause de ses ramifications sur le plan économique et social. Âge de départ repoussé, pension revue à la baisse ou à la hausse, ne touchez pas à votre télécommande. La France et la réforme de la retraite qui divise, c'est juste après ça. Alors un débat qui promet d'être chaud ce soir. J'accueille sans plus tarder Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Bonsoir et merci d'être avec nous encore une fois Nazim. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et pour vous donner le change ce soir, accueillons également Manuel Pouchelet. Vous êtes expert des questions géopolitiques. Bonsoir monsieur et merci de nous rejoindre également. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation et débat. Tout le plaisir est pour nous. Avant de commencer le débat, retour sur quelques déclarations phares autour de cette réforme controversée. On écoute. Dès cet été aussi, il nous faudra lancer le chantier de la retraite, qui est à la fois celui qui nous permettra progressivement de travailler plus longtemps, s'adaptant au cycle de vie, et comme le font nos voisins, mais en le faisant de manière juste, progressive et concertée. C'est insupportable d'avoir quelqu'un qui se prend pour le monarque républicain, qui se prend pour un roitelet, qui passe en force contre tout le monde, contre son propre camp. Regardez ce qu'a dit le MoDem, regardez ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée, qui passe contre toutes les oppositions et qui passe surtout contre le peuple, parce que ne lui en déplaise, 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Des différents scénarios qu'on peut avoir, et donc c'est à ces organisations syndicales, à ces forces politiques que nous répondons en prenant quelques jours de plus pour préparer ce projet. Et je vous dis, ceci ne remettant pas en cause notre calendrier global. Donc je pense que c'est un peu l'esprit du CNR aussi, de prendre le temps de l'écoute, du dialogue, et ensuite de décider. Et donc le projet sera annoncé le 10 janvier. Je pense qu'on a affaire à une ministre, et une première ministre et son ministre du Travail. Je pense que le président de la République plane au-dessus de leur tête, qui veut une réforme dogmatique qu'il a décidé de faire sans tenir compte de l'avis des syndicats, avis unanime des syndicats. Et donc, évidemment, on a terminé notre entretien sur ce qui allait se passer. Ce que l'on souhaite qu'il se passe dans les semaines qui viennent, c'est que les gens se lèvent. Qu'ils se lèvent pour leur retraite, qu'ils se lèvent pour le climat. Et c'est ce à quoi on travaille, nous, écologistes. Chacun est à sa place dans ce mouvement. Les syndicats sont à leur place, les partis politiques sont à leur place. Et la famille écologiste, qui est un peu syndicale, un peu politique, un peu associative, est en train de travailler au fait que se rejoignent ces 2 mouvements. Vous venez d'écouter pêle-mêle le président français, la première ministre, donc l'exécutif, l'opposition, mais également les syndicats. Sans plus tarder, place au débat. On commence avec vous, Nazim Sini. Pourquoi Emmanuel Macron veut-il réformer le système de la retraite en France ? Alors écoutez, il y a plusieurs grilles de lecture à votre question. D'abord, politiquement, Emmanuel Macron veut faire de cette réforme un emblème de son second mandat. Il faut savoir que cette réforme, elle est complexe. Elle cristallise la colère aussi des Français. Et c'est une réforme sur laquelle se sont cassés les dents la plupart de ses prédécesseurs et la plupart des gouvernements qui se sont succédés ces 20 dernières années. Il y a aussi une volonté d'Emmanuel Macron de montrer qu'il reste stoïque, qu'il reste droit dans ses bottes, parce qu'il a d'autres chantiers qui vont être ouverts lors de ce second mandat. Et il sait pertinemment que s'il flanche ou s'il recule face à cette réforme, il risque d'avoir des difficultés pour finaliser et finir ces 5 prochaines années. Oui. Et puis il y a une seconde grille de lecture qui est, elle, plus économique. Je tiens à rappeler quand même à nos téléspectateurs que Emmanuel Macron est profondément libéral et donc il a envie de mener à terme une réforme qui va structurellement réduire les déficits publics et ramener à l'équilibre ce régime
régime qui, rappelons-le, a été déficitaire pendant pas mal d'années et qui risque de l'être encore pour les 20 ou les 30 prochaines années, selon le COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Oui. On parle même d'un déficit record de 20 milliards d'euros à l'horizon de 2032. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron est tant attaché à cette réforme. Il y a aussi, je pense, une question d'image, puisqu'il veut montrer à ses partenaires européens et au monde entier qu'il est un dirigeant réformiste et aussi un dirigeant qui ne flanche pas face à l'adversité. Très bien, Nazim Sini, merci pour cette entrée en matière. Manuel Pouchelet, Emmanuel Macron, un président résolument libéral, quoique ayant servi dans un gouvernement de gauche sous une présidence de gauche, pourquoi veut-il absolument réformer le système des retraites en France, d'après vous? Le système des retraites en France, si vous voulez, a besoin d'une réforme en profondeur. On arrive à un tournant générationnel qui impose cette réforme. Quoi qu'on en dise, la population européenne vieillit et je pense que la démarche de M. Macron s'inscrit aussi dans une démarche européenne où il souhaite s'aligner sur ses voisins européens. Ils sont nombreux, nos voisins augmentent l'âge des retraites, mais je rappelle que la France a un atout qui est quand même un taux de natalité qui est relativement conséquent. bas par rapport à ses voisins. Il a baissé, mais il reste quand même prometteur, si vous voulez. Maintenant, attention, la réforme des retraites en France, il y a une chose qu'on peut aussi dire aux téléspectateurs, elle va avoir des conséquences énormes sur toute une frange de la population, notamment cette classe moyenne qui aujourd'hui est à bout. On n'en peut plus, on a une inflation galopante, on sort d'une crise Covid qui a été délicate pour les entreprises, tout comme pour les collaborateurs. Donc, si vous voulez, c'est une situation impossible. En plus, s'ajoute à cela les conflits dont on sait qui nous entourent. Mais attention, nous sommes arrivés à un moment clé. Comme l'a dit M. Sini, avec ces 20 dernières années où ça a fait vaciller des gouvernements, je pense à la réforme de M. Juppé en 1995, les Français sont vigilants, la culture française et les Français ont de la mémoire et figurez-vous que ce que l'on vient d'entendre, c'est déjà un pré-message d'alerte, si vous voulez, par rapport au gouvernement et à sa politique. Et M. Macron doit écouter la population et les retours de ce mécontentement, puisque je rappelle qu'une partie des droits acquis pour la retraite notamment, s'est faite aussi au cours de longues, on va dire, actions sociales et combats sociaux, si vous voulez. Donc, ce qui a été acquis par la souffrance risque un maintien qui va être difficile à accepter. On est dans une situation où on va devoir aussi s'adapter à l'évolution de notre société, où je rappelle que l'évolution des métiers, on parle de réforme des retraites, mais je rappelle que pour l'instant, on ne sait toujours pas encore les métiers qui seront exercés en France en 2030-2035. Donc, si vous voulez, voilà, la problématique est multiple et elle engendre de nombreuses questions. Très bien, Manuel Pouchelet. Nazim Sini, au vu de son passé de ministre du Travail, peut-on considérer que le choix d'Elisabeth Borne à la tête de Matignon est une mission commando, en quelque sorte, pour mener à terme cette réforme qui colle à la peau d'Emmanuel Macron depuis son premier mandat, faut-il le préciser? Oui, elle a le profil idéal parce que vous savez que Elisabeth Borne est rompue à l'exercice du dialogue social. Elle connaît parfaitement les rouages des différentes réformes. Elle a l'habitude de négocier aussi avec les partenaires sociaux qu'elle reçoit régulièrement. Donc elle a une expérience mais aussi une expertise et je dirais même qu'elle a l'art de réformer. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Elisabeth Borne est une collaboratrice qui est fidèle et loyale à Emmanuel Macron. C'est pour ça le président Macron a très bien compris qu'il avait besoin de s'entourer d'une équipe qui croit dans ses idéaux et qui quelque part épouse sa philosophie et surtout les objectifs qu'il s'est fixés pour ce second mandat. Et Elisabeth Borne remplit parfaitement l'ensemble de ces critères et je pense qu'elle est mandatée elle est missionnée pour amener à terme cette réforme qu'elle fera passer coûte que coûte. Donc soit à travers un consensus global, chose à laquelle je ne crois pas, ou sinon elle passera en force à travers le 49.3. Ce fameux 49.3, donc, article que le gouvernement utilise à chaque fois qu'il veut passer en quelque sorte en force face au Parlement. Manuel Pouchelet, votre avis sur le choix justement d'Elisabeth Borne en tant que chef de Matignon et par rapport à son passé de ministre du Travail? Madame Borne, de toute façon, a le profil adapté et requis pour faire face à cette réforme des retraites, puisqu'elle a aussi été dirigeante d'une grande entreprise de transport ferroviaire public, pour lequel il y a un corporatisme qui a défendu bec et ongle. SNCF en l'occurrence. Voilà.
Voilà, la SNCF, tout à fait. Et si vous voulez, qui a été aussi confrontée à des conflits sociaux dans cette grande entreprise novatrice et qui avait elle aussi à son tour besoin de réformes. Donc, si vous voulez, Madame Borne va tester, si vous voulez, l'école de la patience, chose qu'elle a puisqu'elle connaît bien ce secteur-là. Hormis le fait qu'elle ait été ministre du Travail, c'est aussi une personne qui est à l'écoute. Et je rappelle qu'elle a aussi un passé de formation académique polytechnique. Donc, si vous voulez, elle a une stratégie qui peut lui servir dans l'appréciation de la situation. Et Dieu sait qu'on va s'attendre à de la réversibilité permanente. Très bien. Nazim Sini, le gouvernement a dévoilé son projet, je le disais tantôt, le 10 janvier dernier, avec d'emblée une mesure qui est loin de faire l'unanimité. C'est le fait de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Quel est votre regard d'économiste, en quelque sorte, concernant cette mesure ? Écoutez, c'est une mesure qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de préserver l'équilibre d'un régime qui va être, comme je l'ai dit précédemment, structurellement déficitaire. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 variables d'ajustement. C'était soit on diminuait le montant des pensions de retraite, qui est déjà extrêmement bas en vue de l'inflation que connaît la France, soit on augmentait le montant des cotisations, ce qui aurait eu un effet récessif, puisqu'on sait que c'est des éléments qui auraient impacté durablement la consommation, qui, rappelons-le, la consommation est un des éléments clés du moteur de la croissance française. Et c'est surtout, moi, à mon sens, un simple rattrapage sur la plupart des pays européens qui ont augmenté tous, avec la pyramide des âges et l'allongement de l'espérance de vie, l'âge de départ à la retraite. Ouais. Je tiens à rappeler que, par exemple, le voisin espagnol, aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite légale, c'est 67 ans. C'est ce qui se fait en Grèce, c'est ce qui se fait en Islande. Et aujourd'hui, les pays dans lesquels nous avons un âge de départ à la retraite à 60 ans... Oui, mais est-ce que l'Espagne est autant attachée à ses acquis sociaux que la France, par exemple ? Alors, c'est une culture différente, effectivement. Il n'y a pas eu le même combat pour les acquis sociaux. Oui. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense que si cette réforme cristallise autant de colère, c'est qu'elle n'est pas comprise. Je pense que le gouvernement a fait 2 erreurs. La première, c'est une erreur de communication et de pédagogie. Et la deuxième, je pense qu'ils ne l'ont pas présentée de manière très sincère, puisqu'ils l'ont mise en avant comme étant une réforme urgente. Or, on sait qu'on n'est pas dans l'urgence, c'est faux. Aujourd'hui, elle est nécessaire, il faut l'entamer, mais quand vous voyez qu'on parle d'un déficit des régimes de retraite de 20 milliards, c'est une goutte d'eau face au déficit de la balance commerciale qui est de 160 milliards. Ouais. On sait que le déficit public avoisine les 170 milliards et quand on voit aussi que les bénéfices générés par les entreprises du CAC 40 a atteint outrageusement les 60 milliards d'euros. Et en fait, on donne l'impression, quelque part, que l'on va taper systématiquement sur les couches les plus paupérisées de la population et surtout sur les ménages les plus modestes. Oui. Auprès desquels on demande de faire un effort. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'injustice et aussi de 2 poids 2 mesures. Mais en soi, c'est une réforme qui en soi a du sens puisqu'elle permet en fait, à travers l'allongement de la durée de cotisation et le départ progressif de l'âge de départ à la retraite, de rééquilibrer un régime qui est, comme je l'ai dit, structurellement déficitaire. Manuel Pouchelet, une perche toute tendue de la part de Nazim Sini pour la prochaine question. Donc justement, ceux qui seront les plus pénalisés, ce sont les actifs proches de la retraite et qui devront travailler plus sans avoir la garantie de gagner plus au final. Oui, c'est une situation, en fait, on le vit déjà en France, puisque nous avons des personnes qui sont censées être à la retraite et qui prennent maintenant des mi-temps ou qui s'investissent dans l'auto-entrepreneuriat, excusez-moi, oui, pour compléter leurs revenus. Maintenant, c'est vrai que la méthode n'a pas été expliquée, la méthode n'est pas forcément la bonne, mais il y a aussi une chose qu'on oublie de dire aux téléspectateurs, c'est qu'en France et même dans ces grands pays modernes, on a aussi une population entrante sur le marché du travail tardive. Donc il est très difficile de cumuler les fameux 43 ans ou de trimestres accumulés, si vous voulez, pour prétendre à une retraite jeune. C'est ça le problème. Moi, ça me fait penser à un film humoristique des années 80, quand il disait dans le texte, ces jeunes sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études pour comprendre le monde complexe et compliqué dans lequel ils vivent. On est en train de le vivre en ce moment. Et si vous voulez, quelque part, cette réforme s'impose. On a certes une augmentation de l'espérance de vie, mais n'oublions pas, on a aussi des métiers pénibles. Et c'est aussi à ces métiers-là qu'il faut penser.
Français. On parle de reconversion, mais moi qui suis dans le milieu de la formation professionnelle, la reconversion, j'en entends beaucoup parler, mais je ne vois pas beaucoup de personnes agir en fait. Et ça, c'est inquiétant. Et quelque part, cette réforme des retraites, en fait, va en fait en induire d'autres. Et là, je pense à la formation professionnelle où on parle de reconversion de personnes qui, fatiguées par l'emploi, on a des métiers, par exemple, très consommateurs d'emploi. Je pense à la logistique, je pense au milieu militaire, je pense à d'autres secteurs comme tout ce qui est transport. Vous avez aussi des régimes dits spéciaux pour lesquels les syndicats se sont battus pour leurs acquis, qu'ils souhaitent préserver. Mais maintenant, force est de constater qu'au regard de l'amélioration des conditions de vie et de moindre pénibilité, nous sommes obligés de passer par cette réforme. Je pense que la méthode de l'explication et de la pédagogie employée n'est pas la bonne et c'est peut-être ça qui frustre les Français aujourd'hui. Très bien, Manuel Pouchelet. Nazim Sini, j'ai ici une feuille sur laquelle j'ai noté la chose suivante. Les retraités, selon une étude des retraités de la retraite, publiée par le service statistique du ministère des Affaires sociales français, 1 509 € bruts par mois. C'est ce que touchaient en moyenne les quelques 16,9 millions de retraités français comptabilisés fin 2020. La droite est satisfaite alors que l'opposition d'extrême gauche et d'extrême droite crie à la régression. Au final, qui est gagnant et qui est perdant dans cette réforme? On s'y perd, on ne comprend pas grand-chose. Non, vous avez raison. Juste en parenthèse, j'allais vous dire, la vérité n'est jamais au sein des extrêmes. Oui. Je dis qu'il faut toujours nuancer lorsqu'on est face à une réforme comme ça qui est extrêmement compliquée, qui englobe pas mal d'éléments économiques, sociétaux, sociaux, etc. Alors, il faut savoir que dans toute réforme, il y a des perdants et des gagnants. Et c'est pour ça que moi je dis toujours qu'une bonne réforme, ce n'est pas une réforme qui fait consensus, c'est celle qui va dans l'intérêt du pays et celle qui va dans l'intérêt économique des individus et surtout de l'intérêt commun. Donc c'est pour ça que ce que tente de faire le gouvernement à la recherche de consensus, ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais il faut faire preuve de pédagogie. Donc pour tout vous dire, aujourd'hui, ceux qui vont y perdre, ce sont forcément les carrières longues, donc ceux qui sont rentrés très tôt sur le marché du travail, et aussi, à l'inverse, ceux qui sont entrés tardivement sur le marché de l'emploi. Je pense à ceux qui ont fait des études de 5 ans, voire même 10 ans d'études. Donc ce sont eux, et surtout, il y a une statistique que moi j'ai pu analyser, qui disait que toutes les personnes nées après 1970 vont devoir travailler 9 mois de plus que ceux qui sont nés avant les années 70. Donc après, ce que tente de faire le gouvernement, c'est surtout de mettre en place des mesures compensatoires. Oui. Donc l'exécutif essaye de vendre cette réforme en disant « mais vous allez avoir une pension plus élevée qu'une pension à 1 100 €. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, si vous avez travaillé toute votre vie au SMIC, le montant de votre pension n'excédera pas les 1 100 €. Exactement. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est véritablement problématique. Et vous avez aussi un âge pivot à partir duquel vous pouvez partir à la retraite, qui sera à 65 ans. Donc, si vous voulez, il y a des mesures comme ça qui vont venir compenser tous les effets néfastes de cette réforme. Mais j'allais vous dire, ce qui est important aujourd'hui, quand on veut inscrire un pays en phase avec son époque, en phase avec le progrès scientifique, les conditions de vie qui s'améliorent, il faut accepter que l'on entame cette réforme. Mais cette réforme, si vous voulez, c'est un peu la ligne rouge, un peu des acquis sociaux des Français. C'est pour ça que pas mal de monde s'y oppose. Et justement, c'est la deuxième transition que vous me faites ce soir, Nazim Sini, pour Manuel Pouchelet. Au fond, ce que craignent peut-être les Français, c'est qu'une espèce de sacerdoce se soit effondré avec cette réforme des retraites et qu'on ait ouvert un peu la boîte de Pandore des réformes libérales que Emmanuel Macron voudrait mener à terme avant la fin de son deuxième mandat, n'est-ce pas ? Oui, de toute façon, la réforme des retraites, si vous voulez, c'est toujours une boîte de Pandore en France. On sait que les acquis sociaux ont été durs, il y a eu des luttes, il y a même eu des morts, quand on regarde l'histoire, la période de l'histoire française. Maintenant, je pense qu'il faut aussi penser, si vous voulez, quelque part à plusieurs choses. Cette réforme des retraites va induire, comme je le disais précédemment, de nombreuses réformes et de profonds changements. On a un alignement avec l'Europe, on a aussi, entre guillemets, in extenso, un alignement avec le monde, quelque part, puisqu'on regarde aussi des économies équivalente aux nôtres, les réformes se passent, mais il n'y a pas autant d'opposition telle que nous pouvons le voir en France. Parce qu'en France, le général de Gaulle disait qu'il y a autant de Français que de fromage. Mais bon, quelque part, attention, nous sommes aussi dans un pays
qui se cherche, qui sort d'une crise Covidique qui a été dure économiquement parlant, qui en ce moment vit une situation impossible et impensable pour les ménages, notamment cette classe moyenne dont on évoque ce soir, puisque c'est principalement elle qui va être touchée. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on est en train de tester la résilience du pays, et la réforme des retraites est un indicateur pour le président de la République. Il avait averti, il en avait parlé dans son programme électoral, et force est de constater qu'il s'y tient. Donc quelque part, maintenant, laissons-lui, on va dire, mener cette réforme à bien. Mais attention, les Français sont vigilants, et je rappelle ce qu'avait dit le Premier ministre Gordon Brown en son temps. Aujourd'hui, il y a un vote sanction. Là, heureusement, il n'y a pas d'élection, si vous voulez, législative prochainement, mais les Français sont vigilants, et croyez-moi que j'espère que le président de la République et son conseiller vont entendre les messages des Français, que filtrera bien sûr Madame Borne avec brio, souhaitons-le en tout cas. Manuel Pouchelet, une question subsidiaire s'impose à cet instant-là du débat. Est-ce que vous pensez que l'exécutif français est serein? Et si c'était le cas, est-ce que Emmanuel Macron, en quelque sorte, a voulu laisser cette réforme jusqu'à son deuxième mandat, une manière pour lui de sécuriser justement ce deuxième mandat? Est-ce qu'il y aurait peut-être eu un risque plutôt qu'il fasse face justement au refus des Français de cette réforme et qu'il le sanctionne dans les urnes? Oui, alors, de toute façon, le premier mandat d'Emmanuel Macron, si vous voulez, il y avait un programme présidentiel lors de la campagne électorale. Rappelons justement que cette réforme était programmée pour le premier mandat. Je vous le confirme, et je vous rappelle qu'il y a quand même eu un couac avec le commissaire chargé des retraites, justement, et un fameux BlackRock qui s'est emmêlé dans l'affaire. On va en parler, justement. On en reparlera, je pense, après. Mais attention, le président de la République aussi, dans ce mandat, se reconcentre et se recentre son action présidentielle sur la vie intérieure du pays. Elle est importante parce qu'elle a quand même été, pour l'instant, principalement dominée par la situation en Ukraine et d'autres théâtres, mais aussi avec une Europe qui se cherche et où on arrive à un tournant. Le Brexit, si vous voulez, ça a aussi des conséquences sur notre économie. Donc, quelque part, on est obligé de passer à cette réforme obligatoire. Et pour vraiment répondre à cette question, M. Macron et son gouvernement, il a la chance de s'être entouré, on va dire, des meilleurs pour répondre à cette réforme des retraites. Mais je rappelle que c'était le même cas en 1995 avec M. Juppé et la droite. Donc, si vous voulez, quelque part, ça touche et la gauche et la droite, et maintenant un peu tous les partis politiques qui se présentent. Et je ferai remarquer aussi que depuis le mois de juin, après ces élections, nous avons une Assemblée nationale beaucoup plus plurielle et très volatile. Et c'est avec cette Assemblée nationale qu'il va falloir composer. Et là, c'est un jeu de confiance que le gouvernement va devoir utiliser. Et à mon avis, ce n'est pas gagné. Très bien. Alain Juppé, qui était à l'époque chef du gouvernement français, rappelons-le, sous Jacques Chirac. Nazim Sini, la question qui fâche désormais. En 2019, une polémique a éclaté en France concernant l'implication de BlackRock dans ce que le cabinet appelait dans un plaidoyer destiné au gouvernement français le troisième pilier, à savoir la capitalisation. C'est vers ça que l'on s'achemine en France à terme, la privatisation des retraites des Français selon un modèle allemand? Écoutez, je ne sais pas si on s'achemine vers ça, mais c'est vrai que on va dire le régime par capitalisation offre des opportunités et des avantages certains. Mais en revanche, il va venir casser le dogme et l'ensemble du socle social sur lequel repose le régime des retraites français. Et je pense que c'est plus qu'une ligne rouge, c'est une ligne écarlate. N'osera pas franchir le président Macron, du moins sous sa présidence. Et puis surtout, cette polémique a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, le président évite vraiment d'évoquer cette retraite par capitalisation. Après, il faut voir aujourd'hui ce qui est le point d'orgue de cette réforme, c'est uniquement de ramener à l'équilibre le régime. Aujourd'hui, si on est capable, en fait, si vous voulez, au-delà des aspects arithmétique du départ, de l'âge de départ à la retraite ou de l'allongement des cotisations. Ce qui pose problème, c'est que nous n'avons pas une croissance, une employabilité des seniors, mais aussi un taux de productivité qui puisse permettre de ramener à l'équilibre ce régime. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres pistes que l'on pouvait explorer pour éviter une réforme du système de retraite et le rendre viable. C'était si derrière vous aviez un taux de croissance à plus de 3%, ce que la France n'a plus enregistré depuis au moins 20 ans, si vous aviez un taux de productivité qui se rapprocherait de l'économie allemande, ce qui n'est pas le cas, nous sommes
un des pays qui a le taux de productivité les plus bas d'Europe, à l'image de l'Espagne ou de la Grèce. Si vous avez aussi un taux d'employabilité des seniors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors est très faible. Au-delà de 55 ans, vous avez vraiment des difficultés. Exactement. Donc, c'est tous ces éléments-là qui viennent un peu phagocyter ou perturber si vous voulez, le fonctionnement du régime des retraites. Et puis aussi, on en a parlé durant l'émission, c'est le vieillissement de la population et puis une démographie où vous avez, à un moment, il va y avoir une courbe qui va se croiser entre le nombre d'actifs et le nombre de départs à la retraite. C'est pour ça que le régime tel qu'il est conçu actuellement n'est pas viable. Et cette réforme devient d'autant plus nécessaire. Très bien, Nazim Sini. Manuel Pouchelet, Nazim Sini a très brillamment trouvé le moyen d'éluder ma question autour de l'implication de BlackRock. C'est vous peut-être qui allez y répondre. La France, BlackRock, système des retraites par capitalisation, où se situe au fond la corrélation ? Oui, bon, de toute façon, moi je pense que monsieur Macron est passionné par les solutions américaines. Oui. D'ailleurs, de manière humoristique, les Français commencent à s'agacer. Par exemple, dès qu'on a besoin d'un conseil, on s'adresse à McKinsey ou à BlackRock. Je pense qu'il faut arrêter de transposer ce qui est valable aux États-Unis en France. On a des acquis en France qui sont précieux, que les Français défendent. On l'a entendu au cours de votre présentation de reportage. 30 secondes pour conclure, monsieur Pouchelet, pardon. Voilà, et moi je pense simplement, pour conclure très rapidement et brièvement, ce qui est passé a fui, ce que tu espérais est absent et le présent t'appartient. Ouais. Et finalement, résolu, l'équation paraît plus simple. Et tout ça, ce sont des proverbes perses auxquels j'adhère. Très très bien. Merci messieurs, Nazim Sini, Manuel Pouchelet, de nous avoir éclairé sur justement cette réforme des retraites en France. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Eco Hebdo revient dès la semaine prochaine. D'ici là, excellente soirée sur Al 24 News.